Et c'est parti, les amis. On n'est pas en live, on enregistre, mais on est en condition du live. C'est bien sûr évidemment le Capitaine Crochet, accompagné de Pirate Max. Comment ça va, Max? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, vidéo spéciale, parce que Max, qui est un pirate fidèle de chez les fidèles, il est pas d'accord avec moi sur un point depuis très longtemps. Et là, il m'a dit, c'est plus possible, je veux un débat avec toi. Voilà. Les pirates, Max, je te le donne, ce débat. Alors, je ne le donnerai pas à tout le monde, hein, les pirates, ce genre de débat. Il faut être un vieux de la vieille, il faut être un pirate de toujours, hein, parce que je ne vais pas commencer à faire ça avec tous les pirates, mais Max, il a tellement participé, tellement aidé, tellement soutenu que je lui devais bien ça. Alors, Max, dis-nous en quoi tu n'es pas d'accord avec ton gourou, le capitaine. Non, en fait, c'est suite à un petit live Facebook que tu avais fait, Ouais. où je t'ai vu t'extasier devant la chute de Sorman au premier round. Furman. Et là, je me suis dit, Les gars, Furman. ouais, qu'est-ce Sorman? Et là, je me suis dit, bon, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc, oui, non, mais voilà, je voulais défendre un petit peu les intérêts de ce boxeur que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, toi, tu es un vrai fan Ouais. de Keith Thurman en France. C'est un mec qui t'a, ouais, on peut dire, fait rêver, tout ça, t'aimes sa carrière. Et tu le trouves à chaque fois extrêmement dur sur le cas Thurman depuis plusieurs émissions. Alors, dis-moi, vas-y, dis-moi en plus, parce que c'est toi qui mène la danse. Hein. Moi, je te dis, j'ai rien préparé, donc moi, je t'écoute. Vas-y. Ok. Bah, je sais pas, est-ce qu'on pourrait commencer par le début? Quand est-ce que j'ai connu Keith Thurman? Ouais, vas-y. Alors, pour ma part, moi, c'était en 2012 face à Carlos Quintana. Je sais pas si tu te souviens bien de ce boxeur. Ouais. Pirate C'est Max, d'ailleurs un petit. Est-ce que tu pourrais couper le son de ta télé, s'il te plaît? Si c'est possible. Ouais. Si c'est possible. Est-ce que tu peux couper le son de la télé, s'il te plaît? C'est le mec qui s'impose dans la maison des autres. Ah non, c'est bien, on l'a plus fort, c'est bien. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux, allez, ça va aller. Parfait. Ouais, où j'en étais, donc le premier combat que j'ai vu, donc c'était face à Carlos Quintana en 2012, donc, et je pense que c'était le combat justement qui était fait pour faire monter ce jeune boxeur de 22 ans qui est Keith Thurman à l'époque, qui est un prospect au final. Et Keith Thurman, c'est un Carlos Quintana, pardon, c'est quand même un nom à cette époque-là. Parce qu'il a quand même combattu Miguel Cotto. Qui était sur la fin, car là, c'était devenu un gatekeeper. Ouais, mais c'était quand même un boxeur d'expérience. Il avait combattu des noms, donc notamment Paul Williams. C'était pour le faire monter, hein, tout simplement. C'était juste pour le faire monter. Et donc il avait combattu Miguel Cotto et André Berthaud, et il avait battu notamment Paul Williams pour la ceinture WBO. Mais sauf que la revanche, s'était fait exploser en moins d'un round. Ouais, c'est ça. Ouais, au premier round, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce combat-là, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire de la part de Thurman. C'est pas le combat qui m'a marqué, qui m'a vraiment fait connaître Thurman, parce que, en fait, on voit un jeune boxeur qui cherche, tu sais, le chaos à tout prix. Il n'a pas boxé tant que ça. C'était pas très beau à voir. C'était vraiment, on cherche le contre, on cherche le coup dur à tout prix, on cherche à impressionner, on est sur HBO. On cherche à se faire un nom, donc voilà quoi. C'était pas non plus le combat référence de Keith Thurman, c'était vraiment. Il cherchait un peu trop à bien faire, à mon avis. Il cherchait vraiment le coup dur dès le début, à faire mal et à en finir rapidement et à marquer les esprits, quoi. Ouais, le puncher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ensuite, le combat qui devait aider, c'est Diego Chafez. Je sais pas si ça te parle, ce combat-là. Ce combat-là, c'était dur pour Thurman. En début de combat, c'était assez dur hein, quand même. Il était inquiété. En fait, c'était un bon match-up parce que à cette époque-là, Chavez, il était
bah, il était invaincu et il avait un gros ratio de KO. Je crois qu'il était à 22-19 ou quelque chose comme ça. Enfin, un ratio de KO impressionnant et aucune défaite. Et j'ai trouvé le combat assez intéressant. Il a montré quelques failles quand même chez Sarman à cette époque-là. Et bon, Sarman, à la deuxième partie du combat, a fini par à comprendre la boxe de Chavez et puis ils s'en est bien sortis. Et je me souviens justement d'un coup au corps, 9e round, assez impressionnant. Rien que le son, déjà, rien que le son, c'est très impressionnant. Et on voit Chavez, tu sais, dégringoler d'un étage d'un coup et puis mettre un genou à terre. Et au final, le combat s'est terminé au 10e round, sur un enchaînement de Sarman, je ne sais plus exactement, mais et voilà quoi. Là, je continue. Bah, non, mais on peut la refaire, la carrière de Thurman, mais moi, je préférais savoir en quoi. Donc, tu dois les faire différemment de moi. En quoi, pour toi, Thurman est, euh, est encore placé haut chez les Walter? Ah, ok. Ok, ok. Pas de souci. Bah écoute, Keith Thurman, c'est une carrière qui est quand même bien orientée. Hein. Donc, il a eu droit quand même à des bons match-ups avec des boxeurs qui étaient quand même sur la fin, notamment, tu sais, face à Robert Guerrero, lorsqu'il avait la grosse bosse sur la tête. Donc il a quand même battu des gars qui avaient des big names, on va dire. Et il y a eu ce combat face à Sean Porter. C'est pour moi ce combat qui a prouvé la valeur de Keith Thurman. C'est ce combat face à Sean Porter. Parce qu'on sait ce qu'a fait Sean Porter. Il a battu, il a perdu face à Kell Brook dans un combat très serré. Il a gagné face à Danny Garcia et il a fait un combat plutôt serré face à Spence. Donc, quand on compare, tu vois, ces combats-là, les combats qu'a fait Porter, son combat face à Keith Thurman, du coup, ça nous place Thurman quand même assez haut dans le classement chez les poids welter. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour moi le combat à référence, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est un énorme combat que j'adore. Bon, pour une dernière fois, est-ce qu'on peut bien le prononcer? Moi-même aussi, l'anglais, c'est pas mon truc, mais c'est Keith Thurman. Keith Thurman. Si tu dis Keith Keith Thurman, Thurman. voilà, si tu t'appelles hey, Keith, et tu ne tourneras pas. Mais écoute, moi, je vois pas, à chaque fois, tu tiques sur ce que je dis, mais je vois pas le problème. Effectivement, contre Porter, c'est un grand combat où je pense que Keith Thurman va au bout de lui-même et se dépasse, tout simplement se dépasse. Mais ça n'enlève, c'est pas parce que l'arbre est beau qu'il cache toute une forêt. Et la réalité de Keith Thurman, c'est que c'est un beef-fighter et qui n'a clairement pas les armes pour prétendre dicter la loi dans l'élite des Walters de sa génération. Vraiment. Max, si je te dis Spence Furman, est-ce que tu me dis j'y vais avec Furman, j'y crois à mort, ou est-ce que tu ne seras pas rempli de doutes? Je pense que tu auras quand même des doutes. Ah, j'aurai des doutes. Pour moi, tu vois, Et Thurman contre Porter, Spence. tu auras des doutes. Et que si on te redit, allez, revanche contre Porter maintenant, tu auras des doutes. Face à Porter, ils peuvent faire 10 combats, j'aurai Ouais, toujours mais des je vais doutes, ça c'est continuer. Si clair. on le met à Gas, normalement, tu as des doutes. S'il y a une revanche avec José Lopez, bah, moi, j'aurais aussi des doutes. Et donc, rien qu'en ça, Furman, alors c'est injuste. Effectivement, c'est injuste parce que il t'a donné des bonnes émotions sur certains de ses combats. Il a fait kiffer pour certains de ses KO et tout ça, mais euh, c'est l'injustice de la boxe, c'est qu'à un moment, tu plafonnes à ton niveau et que moi, ça fait Kieferman, c'est un mec qui est depuis 6 ans maintenant plafonne. Son plafond, il a atteint en 2015, comme tu disais, Guerrero. Mais c'est Roberto Guerrero, tu vois. Roberto Guerrero,
c'est aussi le signe d'une certaine limite. Tu vois, et il a tout donné, tu vois, il le met 2 fois à terre et tout. Le combat est plus compliqué. Moi, j'adore aussi ce combat de Kieferman. Mais après, je pense que c'est l'exemple parfait de ce dilemme qu'on a dans la boxe, qui est un dilemme entre le niveau sportif et la logique sportive et la logique de l'entertainment, la logique de l'impresario. Kieferman a été super bien travaillé en termes d'impresario. Il est devenu il est devenu un petit nom, une petite star qui est intéressant. Et tu n'es pas le seul. Moi, je me souviens très très bien, par exemple, en 2016, je traînais beaucoup dans des salles de boxe, tout ça, différentes, et j'aimais bien faire des petits sondages à l'époque. Donc, on est en 2016, on a à peu près, on a la suite de ce combat contre Porter, on est septembre, octobre 2016, un truc comme ça. Et je faisais mes petits sondages auprès des mecs qui s'entraînaient, et le nom de Furman revenait. Il kiffait. Il kiffait le kiff. Mais c'est parce que aussi se jouait, je pense, beaucoup de choses. Ils aimaient bien son look, peut-être l'attitude qui se passait. Et voilà, il représentait une certaine modernité. Mais finalement, c'est un mec qui, moi, c'est un mec qui me rend triste. Et c'est surtout la dernière vidéo de lui sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu, qui Oui, pour moi est désolante de sa part. Parce que bon, il y va avec sa grande gueule, tout ça. En même temps qu'il essaye d'avoir une grande gueule, il avoue quand même son niveau réel en disant, en montrant beaucoup de respect à Spence et Crawford. C'est bien la preuve que lui-même ne se sent pas au même niveau qu'eux. Parce que quand tu sais pertinemment que tu es meilleur que quelqu'un, tu es plutôt dans le côté t'enrage de pas l'avoir prouvé sur le ring. Là, c'est pas ça. Et puis, ce qui me rend malheureux pour lui, c'est que c'est des circonvolutions. Elle est géniale cette vidéo parce que c'est des circonvolutions argumentatives pour expliquer que, pour en fait se dédouaner de ne pas signer un combat spécial avec Crawford, tu vois. Parce que voilà, quand un boxeur sur les réseaux sociaux est en train de détailler par le menu des problèmes de bourse, des problèmes de split, comme on dit, en termes de bourse, c'est qu'il veut pas le faire, le combat. C'est que lui et les autres, généralement, c'est qu'ils le veulent pas le faire. Et voilà. Et la carrière de Foreman, bah, c'est une carrière vraiment postmoderne. C'est-à-dire que depuis 6 ans, j'ai un combat relativement facile, je bien dis relativement facile, non, qui mais je comprends. est là pour buzzer pour le gros combat d'après. C'est ça depuis 6 ans, entrecoupé de blessures. Au final, en 6 ans, il a boxé combien de fois? C'est peanuts. C'est peanuts. Je veux dire, par rapport au grand Walter, voilà, ce mec est, je veux dire, ce mec, ouais, ça a été un micro-phénomène. Mais pour moi, il va falloir vraiment la montagne qu'il doit déplacer pour prouver qu'il est encore là est énorme. La montagne qu'il doit déplacer. Et il a même pas encore commencé le processus. Donc, moi, j'essaye d'être objectif, tu sais, moi aussi, en plus, le mec me fait délire, et j'adorais l'interviewer, hein, Max. Tu sais très bien que j'adorerais l'interviewer, qu'il soit avec nous et tout ça. Ouais, c'est un mec cool en plus, ouais, tu sais, il fait de la flûte et tout dans la nature, ouais, il est un peu dans son monde. Ouais. il a un peu doudin, c'est Alors, si j'ai une petite parenthèse à te faire, il y a quelque chose, moi, qui m'a fait quand même assez douter chez Sorman. Je crois que c'était la suite face à son combat face à Guerrero. Tu sais, il y a eu des petits documentaires sur YouTube. Et là, on voit Keith Thurman entre deux, je vais essayer de bien le dire, Keith Thurman. Et tu le vois entre deux combats et tu le vois chez lui, il joue avec ses chiens et tout. Et en fait, le mec, on se rend compte qu'entre deux combats, bah, il est énorme. Il est carrément énorme. Il n'est pas sérieux toute l'année, en fait. Il n'est pas sérieux toute l'année. Et déjà, ça, moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, merde, putain.
Il est à l'approche d'un combat, il sort du combat face à Guerrero, il est à l'approche du combat face à Porter, et il se fait filmer torse nu, gras comme un cochon, franchement, c'est clairement ça. Et ça, par contre, ça, tu vois, ça m'a un petit peu, ça m'a tilté, je me suis dit, merde, il est Mais dans peut-être sa pas tête, si serré alors, que ça, tu vois. tu vois, on fait je fais des spéculations, j'en sais rien. Mais c'est mon intuition qui me dit ça, c'est mon pifomètre. Je crois que dans sa tête, le gars a été, enfin, ce gars est parti du côté entertainment, est parti du côté business. Tu sais, il a une vision du boxing business et comment il peut faire avec en plus la logique PBC. Il n'est pas allé du côté sportif. J'ai une legacy sportive à faire, à construire. Je veux être une future légende. Je ne le pense pas. Tout, Peut-être. tout ce qui s'est fait, pour moi, c'est comme Danny Garcia. C'est un bon soldat de PBC qui n'a plus vraiment envie de boxer, mais de toute façon la boxe est trop dure pour s'il n'a pas envie, il devrait arrêter. Et en plus, apparemment, ses blessures, c'est des choses où il n'arrive pas à se sortir des blessures. Ça, c'est aussi un gros problème. Et c'est encore l'injustice de la biologie, quoi. Et je ne vois pas, je ne vois pas. Kieferman a été monté et c'est une chimère. C'est une chimère. Mais et c'est d'autant plus le cas un mec comme Manny Pacquiao, et bien sûr qu'il l'a pris son combat contre Foreman. Tu vois, le combat était dur, le combat est beau. Foreman se sort les doigts du cul et il essaye, mais Pacquiao, c'était pas un danger absolu et c'est pour ça qu'il a signé le combat parce que voilà, il y a there is level to this game et c'était le cas pour qui son niveau réel est vu et est clairement vu par l'élite connaît pertinemment son niveau réel. Et maintenant, honnêtement, effectivement, il y a un talent, il y a quelque chose. Alors, si jamais il arrive à l'exprimer, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, euh, un retour de Furman, ok. Mais si c'est pour faire un retour comme d'habitude, c'est-à-dire il va revenir, il va prendre soi-disant un beef-fighter, parce qu'il sait déjà qu'il y a le gros fight 6 mois plus tard, et donc en fait c'est toujours des retours à 2 combats. C'est la logique Adrian Brunner, c'est la logique Danny Garcia. S'il fait ça, ce mec n'est pas adapté à cette logique. Et beaucoup de boxeurs ne sont pas adaptés à ces logiques. Maintenant, il y a beaucoup de boxeurs qui ne boxent pas assez. Et lui, c'est le cas. Lui, c'est le cas. Il ne boxe pas assez, ce qui fait qu'en fait, regarde, ça fait 6 ans que le mec est fragilisé au corps. Tout le monde sait que c'est au corps que tu feras mal à Foreman. Tout le monde le sait depuis 6 ans. À chaque fois, c'est la même chose. Et ce gars-là, avec 4 combats de retour dans une année, ou même 5, c'est une vraie politique de retour. Avec des 6 fighters, tu sais, ça sera un retour qui aurait une autre gueule. Et là, le mec serait peut-être dangereux pour son année suivante. Voilà. Et là, Ouais. mais ce qui se passera, comme tous les autres, c'est qu'ils espèrent son petit combat, puis après, il prendra le gros chèque, certainement contre Spence. Et il se fera déglinguer. Et on sait déjà à l'avance que c'est un combat qui, finalement, sera joué d'avance, alors que s'il y avait une vraie politique de retour, ça ne serait pas des combats joués d'avance. C'est ça qui est énervant, je trouve. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, Serman, il n'est pas dans une catégorie qui lui permet d'être absent aussi longtemps. C'est impossible d'être absent chez les poids Walter dans une catégorie aussi exigeante, que ce soit physiquement ou techniquement, sur le talent. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde chez les poids Walter. Donc être absent 2 ans comme il a fait là, c'est tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire et bien t'en sortir derrière. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis ça s'est vu face à Lopez, déjà, rien qu'elle a pesé, je me suis inquiété, je me suis dit, attends, il n'est pas du tout affûté, là, c'est très très inquiétant. Sur la ring, pas affûté non plus, et il était inquiété par Lopez, moi j'étais très surpris. Enfin, très surpris. Je connaissais un petit peu Lopez, donc je savais qu'il pouvait, tu sais, avoir de bons rounds, de bons moments, mais quand même, quoi. Et derrière, avec Pacquiao, ça n'a pas loupé, et Pacquiao a pris
Ouais, a pris le bon combat. Et en fait, le truc, c'est que Pacquiao a pas du tout pris, comme tu l'as dit, a pas du tout pris Thurman comme si c'était un Spence ou un Crawford, ça c'est sûr et certain. Et ça, ce qui est sûr aussi, c'est que Thurman, maintenant, il est dans une impasse. Voilà. Y a, quand tu vois les mecs qui sont autour de lui, chez les pauvres Walter, hein, qui eux font des combats régulièrement, ils sont jeunes, ils sont talentueux. Il n'y a pas trop de solutions. Hein. Ou alors, la seule solution que je vois pour Thurman, à la limite, maintenant, c'est un combat face plutôt à justement un boxeur comme lui, tu vois, qui est un peu en fin de carrière, qui a un Ah bah, dernier gros voilà, chèque, etc. la vraie solution pour essayer que Furman soit dans comment dire, soit dans le succès. C'est que donc il accumule des combats maintenant face à des mecs qui sont à son niveau, comme tu le dis. Donc déjà, c'est pas l'élite, qui sont à son niveau, pour qu'il nous prouve qu'il peut faire quelque chose avec l'élite de sa catégorie. Parce que comme tu le dis, il y a toute sa génération, parce qu'en plus le retard qu'il a pris, le mec. Bon, il y a le Covid Ouais, c'est ça. l'année dernière, mais le retard qu'il a pris. Et c'est un retard abyssal. Il ne pourra jamais, sur sa génération, Porter, Spence, Crawford, c'est fini. C'est fini. Il a pris un retard énorme. Et le problème, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est là. Et honnêtement, comme quand tu vois Jaron Ennis, Ouais, très impressionnant. Hein. Super impressionnant, les gars. Ouais, évite-le, Ah, ouais. pas très mal. Évite-le, mec. Ça va faire ça. Donc, en fait, c'est un. Et je comprends que ça soit assez frustrant pour toi qui es fan de lui, mais c'est un véritable talent. Ouais, talent gâché, quoi. C'est un talent gâché. Mais le gars ne me donne pas les signes d'un gars qui est, qui a encore un facteur là-dedans. Moi, Ah non, non, non. je crois Pas qu'il y a du tout. encore Ah, moi, non. un calcul de business. Et s'il revient, ça sera pour une sorte de stratégie pour aller encore vers un combat aux millions de dollars, ce qu'il pourrait prétendre après une ou deux victoires. Et en gros, c'est tout ce qu'on peut attendre, et c'est bien dommage. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis totalement objectif et je suis lucide en ce qui concerne sa carrière. Il n'y a pas de souci. Et il y a aussi le fait, tu sais, que Thurman, il était là dans le timing entre, tu sais, la fin Mayweather, le départ de Pacquiao, enfin, pas de Pacquiao, de Cotto, Mayweather, tout ça, et entre Errol Spence, Crawford, etc. Tu sais, il était dans ce timing-là, et dans ce timing-là, il y avait qui? Eh ben, il y avait Porter, Garcia et Kell Brook. Et donc, c'était les 4 poids Walter, les 4 milliards pour Walter à ce moment-là. Et moi, je dis que heureusement qu'ils étaient là quand même, tu vois. Heureusement. Heureusement. Parce qu'ils nous ont donné des super combats. Moi, Thurman, ce que moi je donne à Thurman, je dis pas que c'est le meilleur des poids Walter de la décennie. Moi, ce que je dis, c'est que je suis content d'avoir allumé ma télé et en pleine nuit et de tomber sur un combat de Thurman et qui était des super combats, des super combats. Tu vois, ouais, face à Porter. Moi, Porter, c'est un classique moderne. Voilà, et moi je me levais pour voir Thurman, tu vois, voilà, je me levais pour voir Porter. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur des boxeurs pour proposer des classiques au public et des classiques qui resteront. Et ce qui est bien, en tout cas pour Thurman, et je crois que sa legacy se jouera beaucoup sur ce combat-là. Ce combat-là, voilà, c'est ça qui donnera en termes de legacy. Mais honnêtement, là, je ne vous vois vraiment pas, tu vois, vraiment pas, parce que regarde, c'est là où l'histoire est drôle, c'est que pour un vétéran, comme tu vois, moi aussi, j'arrive pas à le prononcer, Josecito Lopez, la défaite contre Furman, en fait, ça l'a revigoré. Regarde sa carrière depuis. Il est sur victoire sur victoire. Je crois qu'il a 3 belles victoires de suite. Et là, clairement, tu refais un combat Lopez-Furman. Furman est en danger, en grand danger. Et c'est clair. tu vois, un truc pour faire illusion, mais qui serait à peu près pas équitable, c'est peut-être un combat contre Berthaud, tu vois. Ouais, Berthaud. Tu vois, un combat que je verrais bien, moi, c'est un boxeur que j'aime beaucoup aussi. Et j'y ai cru, mais au final, ça s'est essoufflé aussi vite que c'est monté. C'est Saddam Ali. Tu dois connaître Saddam Ali. Et j'aime beaucoup Saddam Ali. Et tu vois, un Thurman Ali, ça aurait de la gueule. Enfin, pour moi, en tout cas, pour moi, ça aurait de la gueule.
tout à fait. Mais Ali, maintenant, c'est super Walter. Non, non, il est redescendu. Tu sais, il est monté chez les Super Walter pour son combat face à Cotto. Tout à fait. Il s'est fait étaler face à Munguia. Ouais. Et il y a eu cette surprise face à Young. Tu sais, comment il s'appelle Young, je ne sais plus le prénom, mais. Oui, c'était à New York, encore une fois. Ouais. L'après-Coto a été terrible pour lui. Ah, tout à fait, ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ali, Berthaud, tu vois, c'est ce genre de combat-là, mais il en faudra beaucoup. Et en fait, il est le produit de son époque, et je pense qu'il est véritablement le prisonnier de son époque, et surtout de la mentalité de PBC. Cette mentalité qui est tellement imprégnée dans chacun de leur esprit. Tu écoutes Adrian Bronner, tu les écoutes tous, tu écoutes Kieferman, c'est une mentalité. Et de cette mentalité, ils peuvent pas en sortir, parce que c'est l'inverse de la mentalité des grands. Je parle de Ernst, je te parle de Léonard, je te parle des anciens où ça combattait tous les 2 mois, 3 mois, ça enchaînait. Et parce que comme ça n'enchaîne pas, comme tout est vu comme un grand combat et comme un coup, Furman, malheureusement, il sera toujours perdant parce qu'en fait, il joue contre la boxe. C'est un mec qui joue contre la boxe. Et à ce jeu-là, il sera perdant. Et à voir, moi, ce qu'il a fait sur Instagram me fait questionner. Je pense qu'il est. Et puis, c'est assez triste, assez triste. Et puis, toujours rien, hein, de toute façon. Parce qu'il a beau parler, rien. Parce que, tu vois, ça, c'est le mec qui devrait profiter de ces soirées Covid dans les bulles où tu as des mismatchs et tout ça. C'est le client parfait pour profiter de ça. Accumuler. Ouais, il n'en veut plus. Il n'en veut plus de tout ça. Il n'en veut plus. Pour moi, Kesserman, c'est un guerrier qui n'aime pas la guerre au final, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a voulu nous montrer ça. En plus, tu sais, ça jouait un peu sur son physique, charismatique, qu'on voit pas tous les jours sur un ring, et avec sa tête un peu de méchant, ses cheveux longs, à la pesée. Alors il fait gros guerrier qui, au final, dans certains rounds, qui n'aime pas la guerre tant que ça du tout, quoi. Il n'aime pas prendre les coups, en fait, il n'aime pas prendre les coups. C'est ça le truc. Il n'aime pas prendre des coups. Je pense. Alors, c'est un peu logique, tu vois. Moi non plus, finalement, j'aime pas prendre des coups. Non, oui. Voilà. Pour le peu que j'ai fait, je pense que parfois j'ai ressemblé beaucoup à Furman quand Furman était sur le bord de craquer. Moi, ça devait arriver au bout de quelques secondes, tu vois. Donc, il faut aussi lui rendre ça. Et lui rendre qu'il n'a pas craqué à des moments où il aurait pu abandonner, parce que je pense qu'il aurait pu abandonner avant. Et d'où son combat contre Sean Porter est incroyable. Mais tu le sens, ça. Tu le sens. Et surtout, les chiens de la case que sont l'élite, tu sais, ils ont le goût du sang et le goût c'est instinctif, quoi. C'est comme des animaux. Ils savent, s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sent que c'est un quitter, comme on dit, ou qui sent que c'est un mec qui peut craquer, je veux dire, c'est presque dangereux de mettre Furman en face de Spence en ce moment. C'est dangereux. Alors, tu vois, je lui donne aucune chance, honnêtement, face à Crawford, autant que face à Spence. Non. Tu vas me prendre pour un fou, mais allez, pour moi, c'est du 60-40 Spence. Si aujourd'hui le combat se fait, c'est du 60-40 Spence. Ouais. Parce que j'oublie pas ce qu'il a fait. J'oublie pas du tout ce qu'il a fait. Il a battu Porter, il a battu Garcia. Il les a battus, c'est un fait accompli. Qu'on lui donne tel ou tel niveau dans nos têtes, ça c'est autre chose. Mais qu'il ait battu Porter et Garcia, c'est un fait accompli. Il a fait des beaux combats, des combats intelligents. Et moi, je trouve ça magnifique ce qu'il a fait face à Porter. C'est magnifique, quoi. Et il n'avait pas peur, le mec. Hein. Je l'ai revu se jeter, tu sais, avec ses crochets, où il jetait tout son corps, tout le poids de son corps sur Porter. Non, c'est très beau, c'est très beau. Et d'ailleurs, Porter, il a eu un menton, mais en titane ce soir-là. Enfin, il y a encore d'autres soirs, hein, forcément, mais quand j'ai vu les pêches qu'il a pris face à Serman, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, un bon Furman, il peut faire un très très beau combat face à Spence. À mon avis, il peut faire un très beau combat. Je suis d'accord. Parce que là, tu réfléchis encore.
pour le meilleur des Foreman possible. Le meilleur, voilà, ça c'est dans le cas d'avoir le meilleur. On est tous les deux d'accord. Moi, mon discours, c'est que le chemin pour retrouver le meilleur des Foreman possible est un chemin qui me paraît trop alambiqué pour ce genre de personnage, pour ce genre de profil, comme je te l'explique. Et puis, il fait rien pour. Il fait rien pour. Il fait rien pour non plus. Hein, ouais. Comme je ne crois plus en Danny Garcia, comme je ne crois plus en Adrien Bronner. Tu vois, je ne crois plus en eux. Je ne crois plus en eux parce que la logique PBC est plus forte que la raison sportive. Tu sais, la raison, se faire raisonner. Tu comprends? Se faire raisonner. Ah merde, putain, ça fait 2 ans que j'ai pas boxé. Effectivement, mon année 2021, et imaginons, c'est une année de reprise. Mais comme c'était le cas dans le passé, comme c'était des logiques dans le passé, ou quand tu avais des gens disaient, enfin, à l'époque de tous les gros communs, on disait n'allons pas trop vite, messieurs dames, n'allons pas trop vite. Tu sais, et on était très, tu sais, sportivement, on était très, pas suspicieux, mais très dans l'attente. On ne conclura rien de ton premier combat, de ton deuxième combat. Attendons. Alors que eux, c'est, bon, je fais un combat pour dire que j'ai refait un combat, faire du buzz, allez, le gros combat, le gros chèque, et c'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Et c'est pour ça que pour tous ces mecs, Manny Pacquiao, il n'est pas vu en tant que Manny Pacquiao, la légende de la boxe. C'est un chèque sur patte. Manny Pacquiao, c'est un chèque sur patte pour eux. Tu vois? Tu sais, c'est ils sont comme ça. Oh, chèque. Tu vois, le gros chèque. Et voilà. C'est ça, c'est clairement ça. Et tu vois comment tu formates des générations sportives, des générations d'élite. Parce que, en fait, dans leur cortex même presque reptilien, il y a maintenant, il y a ce côté calculateur. Alors que ce qu'on avait dans les années 70, mais les mecs étaient fous. Les mecs, quelque part, c'était des noms, tu vois. Durand qui veut absolument se faire de Jesus et après enchaîner avec Léonard, et que ça a enchaîné comme ça, ou Léonard par exemple, mais surtout Thomas Hearns, qui enchaînait à cette époque-là, et tout. C'était complètement une autre dynamique. Les gars, c'était vraiment eux des fous furieux. Tu vois, ils étaient dans une logique c'est pas la même mentalité, c'est pas la même mentalité du tout. Ça. Ouais, si tu compares, t'es obligé de dire que tu avais la mentalité des dingos, mais pour le meilleur du sport, et puis tu as une mentalité de calculateur, quoi qu'ils en disent, et ça tourne un peu en rond, ça tourne un peu à vide, et voilà. Le panache, j'en parlais avec Chris Burr, je sais pas si tu as vu la vidéo, et le panache. Je l'ai vu cette vidéo-là. Mais le problème, c'est que je parle super mal anglais. Et en fait, je comprends que les Français en anglais. Je comprends pas les Anglais. Enfin, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ouais, non, mais ouais, voilà, c'était surtout pour te dire que je suis d'accord avec toi sur le fait que Thurman, c'est pas le meilleur Walter de son époque. Mais t'as fait kiffer, et ça. Mais que dans l'équation des poids Walter, on va dire 2015, 2017, 2018, et ça a été quand même le haut du panier. Et puis ouais, il m'a fait kiffer, ouais, tout à fait, il m'a fait kiffer. Mais par contre, c'est vrai que... Je suis totalement dans la position que tu as, Max, sur le cas Adrien Bronner. Sur le cas Adrien Bronner. Et voilà. Et il y a des combats d'Adrien. J'ai toujours eu du mal, moi. Moi, j'ai toujours eu du mal avec Adrien Bronner, personnellement. Mais ouais, je peux comprendre aussi. Je kiffe des combats d'Adrien Bronner. Certains combats, je les kiffe. Tu vois, contre Emmanuel Taylor, je kiffe ce combat de fou. Tu vois, quand il était en super plume, alors, quand il était en super plume. Non, je crois qu'il n'était déjà plus en super plume. C'était super léger, un truc comme ça. Il avait déjà perdu contre Maïdana et tout. Mais évidemment, ce combat-là, il faut le remettre dans le contexte et dans son niveau réel. Mais sauf qu'un combat en soi, tu le kiffes ou pas. Tu l'aimes ou pas. Et c'est pour ça que je te rejoins sur Foreman contre Porter. Il n'est plus question de critiquer la place du combat, le niveau réel du combat. Non, le combat en lui-même a apporté un moment exceptionnel. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je pense, je redis, pour conclure sur le cas Foreman,
que quand il arrêtera, à mon avis, il va arrêter plutôt qu'on le croit, ou tu vois, parce que s'il n'a pas ces deux C'est même combats, peut-être déjà fini. Hein. C'est même peut-être déjà fini. Hein. effectivement, ça peut en prendre le chemin, tu as raison, Maxime. C'est que son combat contre Porter sera déterminant pour qu'au moins son nom reste. Déterminant. Clairement. Et quelque part, tu sais, il y a beaucoup de boxeurs, la plupart des boxeurs qui n'ont pas leur combat, leur classique page, qui n'ont pas leur combat référence, et ils chassent ça toute leur carrière, ils l'ont pas. Au moins lui, il l'aura eu. Et comme c'est à mon avis un combat qui restera, comme tout, et toi tu penses aussi, le nom Foreman restera d'une certaine façon. Voilà. Mais j'ai bien peur aussi que dans 10 ans, 20 ans, quand on fera des tops des plus grosses déceptions, ben, il soit dans le top des gens qui auraient pu tellement faire mieux s'il avait dirigé sa carrière autrement. Et en même temps, c'est plus facile. Avec quel brook hein, je me répète, mais encore avec quel brook hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te fait kiffer avant qu'on se quitte? Qu'est-ce qui te fait kiffer en ce moment niveau boxe? Voilà, tu as des petits conseils de visionnage, ou il y a des petits combats que tu attends ou que tu attends? Enfin, que tu attends. L'actualité est assez légère en ce moment. Prochainement, c'est pas terrible prochainement. Alors, je l'ai appris sur une notification, je l'ai même pas vu sur les réseaux. Le combat qui a été signé, j'ai vu une notification d'Ezen pour le combat Canelo face à Avni Ildrim. Oui. Ah, t'es sûrement au courant. Là, il est signé, déjà signé. Donc, au final, Canelo, s'il le prend, ce boxeur-là, c'est parce que elle est challenger numéro 1, au final. Bon, il y en a qui créent un peu au scandale. Il y en a qui créent un peu scandale au final, mais c'est parce que c'est le challenger. Mais Canelo, il fait ce qu'il veut. Et puis là, je pense, il faut comprendre ce combat. Ce combat, c'est du rabibochage. Il faut comprendre. C'est Canelo qui offre, je pense, à DAZN une année avec plus que 2 combats. Pour se rabibocher, pour être bien, pour être dans une bonne relation et tout ça, parce que c'est lui qui mène la danse de sa propre carrière. Et donc, Yildirim, bon, si ça fait 5 rounds, c'est merveilleux, hein, je vous le dis clairement. Surtout si on a un Canelo qui veut vite repartir du côté de San Diego, ça se passera à Miami. Voilà, mais bon, si c'est un Canelo, en plus, il faut voir s'il y a du public ou pas. Parce que s'il y a du public, il va faire plaisir au public, Canelo, parce qu'il maîtrise complètement la chose maintenant. Ou s'il n'y a pas de public, tu vas voir qu'il ça va aller encore plus vite. Enfin bref, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un combat à la limite. Voilà, que le mec il se fait défoncer par Eubank Junior dans un duel de gros crochets large. Qu'est-ce qu'il va faire contre Canelo, tu vois? Et le mec, le mieux qu'il peut faire, c'est la liberté contre Anthony Direl. Qu'est-ce qu'il va faire contre Canelo? On est tous d'accord là-dessus. Mais en fait, ouais, c'est ce qui est bien, c'est en ayant ce combat, on sait qu'on va avoir du Canelo au moins 3 fois cette année. Ouais. Et moi, j'adore regarder Canelo. Oui. C'est un plaisir. C'est un plaisir à regarder. Techniquement, j'ai adoré son combat face à Smith. Alors moi, tu vois, j'avais parié sur une victoire avant la limite, tu sais, dans les derniers rounds. Ouais. Bon, ça n'a pas été le cas, mais on en était pas loin, mine de rien. Et c'était un super combat. C'était vraiment un super combat. C'est le professeur et une petite démonstration pendant 12 rounds. Ouais. En plus, moi, j'ai vraiment connu Canelo depuis 2011-2012, donc j'ai vraiment suivi tous ses combats en direct. Ouais. Et quand tu vois l'ascension qu'il y a eu, c'est énorme. Le mec a une marge de progression énorme, quoi, tu vois. Que ce soit en termes de catégorie comme de technique, tu vois, c'est vraiment... Ce que je disais dernièrement, c'est que ce qui sera intéressant, c'est à la fin de sa carrière, où on le placera dans les légendes mexicaines. Et le truc, la carte qu'il a, Canelo, c'est qu'il a encore du temps. Il contrôle le business, il contrôle le game. Oui, c'est toujours injuste. Oui, c'est toujours le A-side, B-side. Tout est toujours ainsi, même contre Triple B. Il y a toujours une injustice du match-up. On est d'accord là-dessus. Mais au final, dans l'histoire, surtout de la boxe mexicaine, le mec est en train de placer ses pions pour être extrêmement haut. Et on va voir les 5 prochaines années, mais peut-être être le plus haut. Alors. Peut-être à la première place, ouais, clairement. Ça, c'est clair. Surtout que
Il a évolué dans des catégories qui sont peut-être, on va dire, un peu plus médiatisées, un peu plus connues du grand public que des catégories dont évolué, tu sais, avec Morales ou Marquez. Tu sais, c'est des catégories qu'on regarde peut-être un petit peu moins que les poids moyens, Il aura supermoto, cet super welter, avantage etc. d'avoir fait des choses Bah, de grosse bah, catégorie. clairement, ouais. C'est Tout ça, à c'est fait, ça. tout à fait, Max. Bon, on va regarder ça, c'est le 27 février, Max, et puis Ouais. bien sûr, il y aura un débrief du capitaine. Tu viendras si tu es levé, si tu me donneras ton avis. Tu es bienvenu, évidemment. Et puis, les pirates, n'oubliez pas, regardez, j'ai mis un beau t-shirt Le Gaucher. Hein, le magasin, la boutique, le lien est dans la vidéo. Il y a des nouveautés. Ah, Max, va jeter un coup d'œil. Il y a des nouveautés dans les t-shirts qui Je vais viennent aller voir, je vais aller voir. juste avant qu'on enregistre. Boum, nouveauté dans la boutique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, Max, bah, c'était un plaisir de discuter avec toi. Plaisir On partagé. en a fini sur notre débat éternel sur Kieferman. On va commencer un débat sur Canelo dans les prochains temps. Porte-toi bien, Max. Bien sûr, continue à suivre les vidéos sur YouTube. Et merci de ton soutien depuis toujours. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Puis le Furman, on l'a kiffé. Allez, Max. Ciao, mon Max. Salut les Ciao le pirates. capitaine. À bientôt. Ciao. Portez-vous bien.